Bienvenue Louis Alliot sur ce plateau. Merci d'être là. Marine Le Pen a donc fait sa rentrée médiatique ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Demain, les vœux à la presse. Elle est toujours promise par les sondages à un second tour face à François Fillon. Mais les sondages annoncent toujours sa défaite. Un second tour, elle peut être élue ? Bien sûr qu'elle peut être élue. Si on se bat, c'est pour qu'elle gagne et que ses idées soient portées, nos idées. Mais je crois que, vous savez, les élections aujourd'hui, mais je crois que l'année passée a été riche de ces événements, prouve que les sondages sont une photographie de l'opinion à un instant T, mais que les pronostics ont tous été déjoués. Le Brexit, le oui devait l'emporter, ça a été le non. Monsieur Trump, à quelques jours d'élection, était à 15 points derrière Madame Clinton et il a gagné l'élection. Donc écoutez, voilà, dans cette perspective-là, on est quand même plutôt optimiste. Il y a les sondages, Louis Alliot, mais il y a aussi les électeurs. Il faudrait, pour gagner, atteindre 9 à 10 millions de voix pour Marine Le Pen, c'est-à-dire 3 millions de plus que son plus haut score obtenu aux dernières régionales. Tout ça en moins de 6 mois. Oui, tout ça en moins de 6 mois, dans un contexte international des plus troubles, dans un contexte économique, et on le voit tous les jours, difficile. Et le contexte pèse beaucoup. Et puis surtout, l'environnement politique, division à gauche, division à droite, des candidats qui apparemment ne fascinent pas les foules, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis surtout des candidats qui ont tous gouverné la France depuis 30 ans. Et ça, je pense que les Français le voient et seront à même, au mois d'avril, de faire un choix entre ceux qui ont déjà gouverné et qui ont un passif et ceux qui s'apprêtent à gouverner parce que de nouvelles idées sont en marche. Alors avril, c'est 2 mois après février. Février, c'est le moment où Marine Le Pen détaillera son programme. Elle a été plutôt maligne. Elle attend finalement que ses adversaires dévoilent leurs cartes, c'est ce qu'on sait maintenant des uns et des autres, pour elle livrer les siennes et s'adapter avec une tonalité différente. Face à François Fillon notamment. Oui, mais ils ont voulu des primaires à ces gens-là, qui sont en contradiction avec les institutions. Donc il a fallu attendre que la droite fasse ses primaires. Maintenant, nous allons attendre que la gauche fasse les siennes pour avoir des candidats identifiés avec des projets. Parce qu'il est évident que si ça avait été Monsieur Juppé, c'était pas tout à fait la même chose que si c'est Monsieur Fillon. Ce que je veux dire, c'est qu'elle pourra donner une tonalité différente maintenant. Elle pourra bien ajuster maintenant qu'elle a toutes les cartes en main, j'ai envie de dire. Oui, la tonalité, elle se fera en fonction des candidats. Mais le fond du projet, lui, et du programme, il est aujourd'hui en finalisation et il sera dévoilé à partir du mois de février, déroulé tout au long de la campagne par Marine jusqu'au mois de mai. Bon alors, sur le plan, j'allais dire comptable et très pragmatique, c'est un secret pour personne. Vous avez des difficultés à financer les campagnes électorales, une peur finalement. Vous faites peur aux banques, le Front National, toujours et encore. Alors je ne sais pas si on fait peur aux banques, mais eux n'ont pas peur de l'argent qu'on leur porte. Parce que c'est toujours le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Ces banques refusent de nous prêter, mais elles acceptent quand même les 30% de citoyens du Front National qui sont leurs clients. Il y a là, moi, matière à révolte, je le dis franchement. Louis Alliot, les banques se méfient de tous les partis, en fait. Oui, il n'y a pas que le Front National. Les autres arrivent à trouver de l'argent privé, ce qui est peut-être plus difficile pour vous. Non, l'argent privé est une chose, mais les banques prêtent. Par exemple, ils ont restructuré la dette de l'ex-UMP des Républicains. Je crois qu'ils ont 80 millions de déficit. Ils ont restructuré. Et là, les banques ont trouvé les moyens de leur faciliter la tâche. Avec le Front National, ce n'est pas possible. Mais écoutez, nous nous tournons, nous, vers le marché bancaire européen, vers d'autres pays étrangers, s'il le faut. Mais évidemment, la politique aujourd'hui... Qui Parce que n'importe qui. La Russie, vos alliés, l'Autriche... Mais la Russie, pourquoi pas les États-Unis ? Mais pourquoi pas Israël? Pourquoi pas l'Iran? Je ne sais pas qui. Pourquoi pas les Émirats? Parce qu'il en avait été question. Il y a eu une histoire. Oui, enfin, l'histoire. Ça, c'est toujours d'actualité? Pas du tout. Mais ça, c'est un livre qui a sorti cette affaire-là. Ça n'a jamais été un projet pour nous. Mais encore une fois, puisque les banques françaises font de l'obstruction, il n'y a aucune raison de ne pas s'adresser à d'autres. Et pour le coup, je crois que c'est M. Bayrou qui avait lancé ce projet qui me paraît être un bon projet. Les banques, comme par exemple la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque de France, devraient prêter à la démocratie française et donc aux partis politiques. Il vous reste à trouver à emprunter 6 millions d'euros, c'est ça 6 millions, oui. Exactement. 6 millions qui vous ont déjà été... Un peu beaucoup quand même. Voilà. Vous victimisez en fait. Écoutez, si vous voulez nous prêter 1 million, on les prend. Non, moi je ne donne pas d'argent. Vous dites qu'on en fait beaucoup. Je commente les hommes politiques, je ne suis pas banquier. Le système électoral. Vous en faites beaucoup, vous avez trouvé l'argent. Mais si, vous faites le coup à chaque fois, à chaque élection présidentielle. D'autant, je vais plus loin que Bruno Jeudi, d'autant que les 6 premiers millions d'euros, ils vous ont été... ils vous sont acquis parce qu'il y a l'emprunt, il y a le prêt de M. Le Pen, le père de Marine Le Pen.
Cotelec. Le prêt de Cotelec. Pas de Monsieur Le Pen. Donc, ce n'est pas son argent personnel, c'est l'argent de l'association de financement qui est destiné à prêter... Le micro-parti Louis Alliot, soyons exacts, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen. Destiné à prêter aux candidats du Front National. C'est dans l'objet de l'association. Ok, voilà. Donc 6 millions d'euros souscrits auprès du micro-parti de Jean-Marie Le Pen, qui est exclu, toujours président d'honneur. On est exclu, mais on peut prêter. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Ce n'est pas son argent qu'il gère, je le répète, mais l'argent des militants du Front National. J'ai d'ailleurs moi-même prêté une petite somme à Cotelec, et chaque année, je refais de la même manière. Donc ça n'est pas le problème. Le problème, il est un problème de pouvoir dépenser de l'argent, parce que ça marche comme ça aussi la politique, pour pouvoir faire une campagne électorale. Le système français, il est fait comme ça. Vous devez avoir l'argent pour pouvoir vous faire rembourser, le dépenser et vous faire rembourser. C'est un peu ubuesque comme situation, mais c'est l'état de la démocratie française. Il y a des partis qui sont plus facilement finançables par le système, et puis il y a les partis qui contestent le système, ceux-là, ils ont des difficultés à trouver de l'argent. Bueno. Alors depuis la victoire de François Fillon le 27 novembre dernier, c'est devenu votre cible préférée, comme si finalement vous attendiez pas à cette victoire et qu'elle vous arrangeait pas. Vous attendiez à avoir Alain Juppé, ça aurait été une cible facile. Vous auriez adoré Nicolas Sarkozy, vous auriez continué votre campagne de 2012. Et puis là, pas de chance, c'est François Fillon. Et là, vous semblez pris un peu au dépourvu parce que alors il y a Marion Maréchal Le Pen qui trouve que c'est un candidat coriace. Et puis il y a Marine Le Pen et Florian Philippot qui eux disent c'est génial, François Fillon, ça va tellement être facile. Il n'empêche, vous n'arrêtez pas de le critiquer tous les jours. C'était son opinion à Marion il y a un mois de cela. Mais très honnêtement, moi, vous-même, vous ne l'aviez pas imaginé que Fillon pouvait gagner cette primaire. Bruno était un des rares. Bon, d'accord. Bon, il l'a gagné sur un programme que personne ne connaît. Maintenant, on va pouvoir s'atteler à décortiquer son programme. On en sait de plus en plus tous les jours, mais pas assez encore sur la sécurité sociale, sur les fonctionnaires ou la restructuration de la fonction publique. C'est bien écrit parce qu'Alain Juppé l'a bien lu. Hein, donc, non, oui, d'accord, mais entre par exemple, monsieur Apparu qui défendait Juppé, qui aujourd'hui défend Fillon, entre cette équipe pléthorique qu'il a autour de lui de gens qui ont dit tout et le contraire de tout, et puis surtout son bilan, parce que monsieur Fillon, il n'est pas sorti comme ça d'un coup. Il était quand même Premier ministre de la France pendant 5 ans et ministre depuis 1993. S'il avait su faire quelque chose, eh bien on le saurait. Et c'est vrai, c'est un adversaire de choix, important, principal. Le plus dangereux ? Non, mais il n'y a pas le plus dangereux, comme l'a dit Marion Maréchal Le Pen, alors. Pas du tout. Moi, je dois dire que M. Fillon, je préfère à la limite attaquer M. Fillon sur ces idées-là, plutôt que systématiquement en référer à des personnages anciens, on va dire, comme M. Juppé ou Sarkozy. Marine Le Pen dit son programme est absolument terrifiant, il faut le prendre dans quel sens ? Socialement terrifiant. Bien sûr, vous avez déjà... C'est sur la santé. Vous avez des Français aujourd'hui qui ne peuvent pas se faire soigner les dents, qui ne peuvent pas se faire soigner les yeux, qui ont des problèmes de déremboursement de médicaments, qui ont des problèmes tout simplement... Mais ça, c'est exactement ce que dit M. Fillon. Non, oui, mais il le dit. Il dit ça exactement. Mais il va aggraver la situation. Et en tout cas, je ne sais pas si elle marche mieux, elle marche toujours aussi mal, mais elle marchait déjà mal quand M. Fillon, il y a 5 ans de cela, était aux manettes de la France et qu'il n'a rien fait. Il va supprimer l'AME, ça vous parle, l'aide médicale d'État ? Non, puisqu'il ne l'a pas fait, il va. Écoutez, ça fait 30 ans que je fais la politique, ça fait 30 ans que j'entends les gouvernements et ces hommes politiques-là, parce qu'ils sont de la génération d'avant, me dire... On va. Mais pourquoi n'ont-ils pas fait hier ce qu'ils promettent pendant les élections ? Monsieur Alliot, oublions 2 minutes, monsieur Fillon. C'est vous qui avez parlé de Fillon. Mais voilà, mais en passant à une autre question. Mais restons sur la Sécu. Donc vous ne touchez rien. La Sécu fonctionne parfaitement, il ne faut rien toucher. Il y a sûrement des économies à faire, mais elle ne peut pas se faire au détriment des plus faibles. Et le problème aujourd'hui, c'est que systématiquement, on demande à ceux qui n'ont rien d'en faire encore plus. Il y a des économies à faire. Il y a l'AME. Voilà, ça c'est une véritable économie que perd, je crois que c'est 1 milliard d'euros. Ça c'est dans le programme de la droite. Oui, non, mais c'est dans le programme de la droite depuis 10 ans. Ça n'a pas été fait. Alors il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles et puis mettre en application ces actes avec ces promesses, ce dont précisément nos adversaires sont incapables de faire. 3 questions rapides. Une question au sujet toujours de Fillon, j'allais dire Farid Fillon. Il y a eu Ali Juppé pendant la campagne de la primaire à droite. Aujourd'hui, il y a Farid Fillon. Remplacer le prénom d'un adversaire politique par un autre. J'explique à nos téléspectateurs d'origine arabe, sous-entendre que le politique visé soutient le fondamentalisme islamiste. C'est le concept. Comment voyez-vous cette... Parce que Marine Le Pen, elle a été interrogée ce matin par Jean-Jacques Bourdin sur cette question. Regardez, tiens, ce qu'elle dit.
C'est très désagréable, je le conçois, ça ne vient pas de chez nous, bien entendu. Je vous signale que Ali Juppé, d'ailleurs, honnêtement, M. Fillon, n'est pas beaucoup monté au créneau pour dénoncer Ali Juppé quand ça l'avantageait pendant la primaire. Moi, j'avoue que à qui profite le crime, d'ailleurs, hein? Ali Juppé, ça venait de qui? Bon, c'est peut-être de qui? Ça venait de chez François Fillon? J'en sais rien, je sais pas. Oui. Et la vraie question, c'est quelle est la relation de François Fillon au fondamentalisme islamiste? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans où il était Premier ministre pour lutter contre le développement du fondamentalisme islamiste? J'entends tout chez Marine Le Pen, mais pas qu'elle désapprouve. Ah si, elle l'a dit. Ah oui, vous avez entendu que c'était sûrement très désagréable. Mais je vais vous dire, vous trouvez qu'elle désapprouve donc après en réexpliquant le rôle qu'a joué Fillon? Écoutez, le problème c'est que c'est sur plusieurs plans. Il y a le propos désagréable. On en est victime tous les jours. Hein. Moi, quand je vois le facho à Lyon, par exemple, c'est du même niveau pour moi. C'est du même niveau pour vous? En ce qui me concerne que pour Monsieur Ali Juppé ou Farid Fillon, etc. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est malheureusement aujourd'hui, il y a de la communication politique qui se fait par d'autres réseaux que les partis politiques eux-mêmes et que personne ne maîtrise. Les sites internet, les comptes d'extrême droite. On aime. Oui ou non, je ne sais pas, je ne suis pas d'extrême droite. On n'aime pas. C'est pas le problème. Le sujet de fond, c'est monsieur. Qui est derrière? Mais je ne sais pas qui est derrière. Allez voir. Vous êtes journaliste, faites des enquêtes et vous me direz. Et vous verrez que quelquefois, ce sont des sites qui tapent aussi facilement sur Monsieur Fillon que sur Marine Le Pen. Bien souvent. C'est ça le problème. Florian Philippot, il parle de liberté d'expression. Mais ça, c'est autre chose. De liberté d'expression en droit. Si ce n'est pas de la diffamation et si ce n'est pas de l'injure, ça fait partie, malheureusement, d'un débat politique que moi, je n'apprécie alors pas du tout. Donc vous condamnez pas. Moi, je l'ai dit, moi, je trouve ces trucs minables. Bon, c'est comme ça. Mais ça ne m'empêche pas, de dire que M. Fillon a un problème avec la laïcité et qu'il a un problème avec l'islamisme radical, puisqu'il a été dans un repas avec notamment l'imam de Stein, dont la mosquée a été interdite pour radicalisme. Donc, à un moment donné aussi, il faut mettre là aussi en adéquation la responsabilité du politique avec ses actes. Il était plus Premier ministre, Louis Alliot. Mais c'est pas le problème. Marine Le Pen n'a jamais été prise en flagrant délit de discuter avec des fondamentalistes musulmans. Louis Alliot, il y a un film en ce moment, un film qui s'appelle Chez nous, qui est signé Lucas Belvaux, qui ne sortira en salle que le 22 février prochain et qui fait déjà très largement réagir dans vos rangs. Alors le pitch pour les téléspectateurs, une infirmière entre Lens et Lille qui s'occupe seule de ses 2 enfants, de son père ancien métallurgiste et qui va profiter de sa popularité. Du coup, les dirigeants d'un parti extrémiste vont lui proposer d'être leur candidate aux prochaines municipales. Pourquoi vous vous indignez? Moi, je ne suis pas indigné. Alors, pourquoi Florian Philippot s'indigne? Pourquoi dans votre camp, Parce que c'est un film. La ficelle est tellement grosse qui est destinée, en pleine campagne présidentielle, à essayer de dénigrer le Front National. Vous avez vu le film, pardonnez-moi? Ce film-là passera. Non, j'ai entendu en revanche ce réalisateur qui dit que c'est un film engagé et citoyen. Oui, mais d'accord, il dit un film engagé mais pas militant pour autant, sur un discours populiste et sur comment les gens s'engagent en politique. Oui, non, mais Louis Alliot, vous avez vu le trailer, vous savez comme moi ce que c'est. Je vais vous dire, moi ça, mais à la limite, moi ça me gêne pas. Il fait ce qu'il veut, un film sur ça, sur le reste, c'est son problème, c'est sa responsabilité. On est un pays démocratique, un pays libre. En revanche, en tant que contribuable, je suis pas obligé moi de financer ce genre de film, car ce film-là a été financé par des deniers publics et il faudrait peut-être que la Cour des comptes s'interroge pour savoir quelles sont les collectivités ou les chaînes d'information publiques qui ont réalisé ou qui ont payé ce genre de film. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après le reste, je vais vous dire, on est un pays de liberté et puis encore une fois, les Français ne sont pas dupes. Plus on nous tape dessus, plus on fait d'amalgame, plus on nous insulte et plus nous montons. C'est très bien. Vous nous confirmez que vous n'avez pas vu le film? Il n'est pas sorti, je risque pas de le voir. Ah non, mais il y a des projections presse, vous savez comment ça se passe, des projections privées. Vous m'inviterez pour le regarder. On parle économie avec Emmanuel de Chypre. Les rendez-vous de l'écho avec Windev. Windev, logiciel professionnel de développement. Emmanuel, l'inflation, elle reste faible chez nous, mais elle s'accélère. Oui, c'est vrai que 0,6% sur un an au mois de décembre, ça paraît pas beaucoup. N'empêche que c'est le plus haut niveau depuis mai 2014, donc depuis 2 ans et demi. La principale explication, c'est le rebond des prix du pétrole. Il faut rappeler que début 2016, le baril valait entre 25 et 30 $. Aujourd'hui, on est entre 50 et 55 $. Il y a peu de chances d'avoir des bonnes surprises de ce côté-là, parce qu'on voit bien que les pays producteurs se sont mis d'accord pour limiter leur production et que donc on risque d'avoir un pétrole qui soit un peu plus élevé cette année. Et puis, phénomène aggravant,
Le dollar se renforce face à l'euro. Du coup, notre facture énergétique qui est libellée en dollars, eh bien, nous coûte plus cher. D'autant, si bien que la hausse des prix pourrait remonter jusqu'à 1% en milieu d'année, nous dit l'INSEE. Alors évidemment, ça n'est pas une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat. Songez que la baisse des prix du pétrole en 2015, quand les prix se sont effondrés, ça nous a rapporté aux ménages et aux entreprises en pouvoir d'achat 23 milliards d'euros. Si jamais on restait cette année autour des niveaux de 50 à 55 dollars le baril, eh bien, c'est presque 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui nous serait repris, presque un demi-point de croissance. C'est beaucoup, surtout que le pouvoir d'achat, c'est les prix d'un côté, c'est les salaires de l'autre. Or, il n'y aura pas de coup de pouce sur le SMIC. Et puis, quand on demande aux entreprises françaises ce qu'elles veulent faire en matière de politique salariale, eh bien, on serre la vis. Le cabinet de recrutement Korn Ferry nous dit que la France sera un des 5 pays européens dans lesquels les salaires augmenteront le moins en 2017. Merci Emmanuel. C'était les rendez-vous de l'écho avec Windev. Windev, logiciel professionnel de développement. Bien sûr. Emmanuel, pour poursuivre avec Louis Alliot. Oui, ma petite pierre dans le jardin de Louis Alliot. À chaque fois qu'il vient, je lui fais le même coup. Sur Angleterre. Mais oui, l'autre fois c'était l'Angleterre à cause de la baisse de la livre. Et là, vous voyez bien que la baisse de l'euro va augmenter notre facture énergétique. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'une monnaie faible, c'est du pouvoir d'achat en moins, Louis Alliot. Vous ne dites pas l'autre nouvelle du jour, c'est le moral justement des entreprises européennes qui est remonté après avoir vu les chiffres de la Grande-Bretagne et notamment la dynamique économique de la Grande-Bretagne. Il faudrait s'interroger pour savoir pourquoi la Grande-Bretagne réussit si bien et pourquoi nous, dans la zone euro, nous continuons à décliner. Alors, voilà votre réponse, Emmanuel. On ne peut pas continuer. Non, on ne peut pas continuer. Parce que je voudrais aller un peu plus loin, outre-Atlantique, évidemment, parce que vous prenez la souveraineté française, le Front National, et on a vu cet après-midi Ford, le groupe américain automobile, évidemment, qui annule la construction d'une nouvelle usine de plus d'1 milliard de dollars au Mexique, sous la pression de Donald Trump, pour investir donc dans des installations dans le nord des États-Unis. C'est ce qu'il faut faire, Bien sûr, ça s'appelle. Vous approuvez la méthode ? Bien sûr, ça s'appelle de la réindustrialisation. Et M. Trump ne s'est pas arrêté là. Il a réussi à convaincre Ford et il a menacé General Motors, qui fabrique des voitures au Mexique, de les taxer à la frontière américaine parce que précisément elles fabriquaient des voitures qui étaient destinées au marché américain. Il n'y a pas que le bâton, Louis Alliot, il y a la carotte. Et la carotte, c'est la baisse des impôts sur les entreprises. Or, vous, avec les grandes entreprises, vous êtes sévère. Écoutez, vous verrez bien notre programme, mais je pense que sur la matière de fiscalité, vous aurez de bonnes nouvelles sur le tissu des entreprises françaises, qui n'est pas un tissu de grandes entreprises, mais un tissu de PME, PMI. Merci Louis Alliot d'être venu ce soir en direct sur BFM TV. On se retrouve nous juste après la pub. À tout de suite.